nous vous informons que ce programme est déconseillé aux moins de 10 ans. Un millionnaire de l'Utah abattu sur son lieu de travail. On voulait faire croire à une attaque à main armée. Les enquêteurs n'ont aucune piste jusqu'à ce que la famille du défunt pointe du doigt l'une des leurs. Elle est complètement insensible. Je me suis dit que c'était possible. C'est peut-être, à ma connaissance, la personne la plus malfaisante qui ait existé. Elle avait le sentiment que tout lui était dû et tout le monde allait finir par devoir payer. Une fille de millionnaire dont le mode de vie luxueux va coûter à son père bien plus que ce qu'il aurait pu imaginer. C'est tout de suite dans Crime en haute société. Peu après 7 h du matin, par une belle matinée du mois de juillet 1978, un client entre dans la boutique de pièces détachées Bradshaw à Salt Lake City. Il s'attend à trouver le propriétaire, Franklin Bradshaw, à sa place habituelle, derrière le comptoir. Mais il n'y a personne. Intrigué, il cherche autour de lui. Et là, il trouve Bradshaw allongé par terre, mort. Il a reçu 2 balles. Quand la police est arrivée sur les lieux du crime, la caisse avait été vidée. Ils ont donc pensé à un braquage qui avait mal tourné. Ses poches avaient été vidées, la caisse avait été ouverte. Tout avait été fait pour faire croire à une attaque à main armée, à un simple vol. J'ai reçu un appel d'un de nos clients. Il m'a dit qu'il était entré et qu'il avait trouvé le corps de Frank. La police était là. Ils ne nous ont pas laissé entrer parce que le corps de Frank était encore par terre. On n'arrivait pas à y croire. Ça a été un choc. C'était le quartier des entrepôts qui était assez mal famé. Il y avait beaucoup de sans-abri, de vagabonds qui passaient par là. Le taux de criminalité y était assez élevé. Les policiers découvrent que les balles ont été tirées avec un 357 Magnum. Malheureusement, c'est le seul indice dont ils disposent. Quand on n'a aucune preuve, quand on n'a pas d'arme du crime, et que tout semble indiquer le vol à main armée, il est très difficile d'y voir clair dans ce genre d'affaires. La police apprend rapidement que Franklin Bradshaw était un multimillionnaire. Il semble qu'il ait pris une mauvaise décision en construisant son empire de la pièce détachée dans un entrepôt mal fréquenté de Salt Lake City. Ce choix lui a coûté la vie, mais pour sa famille, il se cache quelque chose derrière les quelques billets qui ont été dérobés. Et il y a une autre possibilité qui implique une personne très proche du défunt. Franklin Bradshaw est ambitieux et travailleur. Né en 1902 dans une petite ville de l'Utah, il est le fils du directeur de la banque locale. Il étudie la géologie à l'université de l'Utah, où il rencontre Berenice Jewett, qu'il épouse en 1924. En 1929, quelques mois seulement avant le fameux krach boursier, Bradshaw emprunte 1 000 $ et ouvre un magasin de pièces détachées à Provo, dans l'Utah. Il se découvre rapidement un talent pour le commerce. Il était très travailleur. Chaque fois qu'il vendait une pièce, il la donnait au client sans la boîte. Puis, il remettait la boîte vide en rayon. Comme ça, le magasin avait l'air fourni. En 1931, Berenice et lui ont déjà 3 enfants, Robert, Hélène et Marilyn. L'argent n'a pas toujours été là. Pour l'école, ma mère m'avait cousu 5 jupes et 5 hauts. Donc tous les week-ends, il fallait que je lave et que je repasse mes 5 tenues pour pouvoir les porter la semaine suivante.
Mais Franklin Bradshaw est déterminé à réussir. Petit à petit, le magasin part à la conquête de l'Utah. Frank travaillait 7 jours par semaine, 12 heures par jour. Il se levait le matin, il faisait des pompes, il se préparait du porridge, et tous les jours il se rendait à l'entrepôt, réglé comme du papier à musique. Le développement de son entreprise laisse peu de temps à Franklin pour voir sa famille. En 1937, 6 ans après la naissance de leur 3e enfant, qu'il pensait être le dernier, Bérénice apprend qu'elle est enceinte. En 1938, elle donne naissance à une autre fille, Frances. Frances était un enfant non désiré. Elle l'a vite compris et elle en a régulièrement tiré profit toute sa vie. Bérénice obéissait toujours à Frances. Chaque fois que Frances désirait quelque chose, elle pleurait suffisamment longtemps et sa mère cédait. Elles avaient des rapports très étranges. Quand Frances atteint l'âge de 7 ans, les pièces détachées Bradshaw se sont implantées dans tout l'Utah et Franklin travaille plus dur que jamais. Il investit les profits engendrés par son entreprise dans l'essence et le gaz et transforme ses biens modestes en véritables fortunes. Il possédait l'un des plus grands nombres de concessions de pétrole et de gaz de tout le pays. De tout l'Ouest, c'est sûr. Il était très économe. Il ne parlait pas d'argent. Pour sa famille, Bradshaw achète une maison modeste située dans la banlieue de Salt Lake City. Il conduit un vieux pick-up et se sert d'un ancien pack de bière en carton pour transporter ses documents. C'était un homme simple. Il ne voulait acheter que ce qui était nécessaire. Il ne dépensait pas d'argent pour lui. C'est le genre de vie qu'il s'était choisi. Tous les matins, il se préparait à manger et il déjeunait assis sous une lampe au fond de l'entrepôt. Et pendant ce temps-là, il vérifiait où en étaient ses investissements. Mais sa femme Bérénice voit les choses différemment. Ses premiers enfants n'ont pas grandi dans le luxe, mais à présent son mari est à la tête d'une grande fortune. Elle est déterminée. Sa fille, Frances, alors adolescente, aura tout. Ma mère disait, « Frances, ton père a de l'argent. Et la seule manière d'en recevoir, c'est en servant. » Et c'est ce que Frances allait faire toute sa vie. Bérénice envoie Frances étudier à la faculté UP de Bryn Mawr à Philadelphie pour que sa fille puisse profiter de ce que la vie réserve de meilleur. Elle a commencé à se rendre compte que les étudiantes de Bryn Mawr affichaient très clairement leur goût pour les choses matérielles. Elle n'était pas habituée à ça. Ce qu'elle a vu là-bas, c'est la vie dont elle rêvait. Elle commence à prendre goût à cette vie lors de week-ends à New York. C'est là que Frances commence à faire les magasins. Produits de luxe, bijoux, vêtements, elle achète ce qu'il y a de plus beau. Et le mieux dans tout ça, c'est que les factures sont envoyées à papa, dans l'Utah. En 1958, après sa 2e année à la faculté, lors d'un repas à New York, Frances fait la connaissance d'un négociant en perles italien, Vittorio Gentile. Il l'emmenait dîner dans des restaurants raffinés. Pour elle, c'était tout nouveau. Rappelez-vous, elle vient de l'Utah. Nous n'allions pas souvent au restaurant. Parfois, nous buvions un verre de lait maltais le dimanche soir. Mais tout ça, c'était nouveau pour elle. Elle a le coup de foudre pour Gentile. Et bien que ses parents s'y opposent, Frances arrête ses études pour l'épouser. La cérémonie a lieu dans la cathédrale Saint-Patrick. Frances et Gentile auront 2 enfants, Larry et Mark. Mais leur mariage bat rapidement de l'aile. Gentile était amoureux, mais leur couple formait un mélange très explosif. Ils s'emportaient facilement et elle piquait des colères. Gentile boit et Frances passe 4 années aux côtés de ce mari violent. Mais en 1963, elle en a assez. Elle prend ses fils avec elle et s'en va. Comme elle a besoin d'argent, elle se tourne vers le seul homme capable de l'aider, son père millionnaire. Elle comptait sur notre père.
Elle m'a demandé de l'appeler, ce que j'ai fait. Il n'était pas content. Elle lui demandait beaucoup plus que ce qu'il était prêt à donner. Finalement, Bérénice convainc son mari d'envoyer encore plus d'argent à New York. C'était comme si elle voulait s'assurer que Frances obtienne tout ce qu'elle-même aurait dû avoir. Bérénice aurait dû avoir droit à beaucoup plus en étant mariée à un homme très fortuné. Frances lui permettait de vivre activement et indirectement le genre de vie auquel elle aspirait. Chaque mère veut ce qu'il y a de meilleur pour sa fille. Mais Bérénice est en train de créer un monstre. Frances reçoit l'argent de son père sans lui montrer aucune gratitude. Maudit soit le jour où l'argent cessera d'affluer. En 1963, l'économe multimillionnaire Franklin Bradshaw se retrouve à payer les factures de sa fille divorcée qui suit un train de vie fastueux à New York. Ça ne lui faisait pas du tout plaisir. Franklin détestait ce genre de dépenses. Elle vivait dans un monde complètement différent du sien et il voulait arrêter de l'entretenir. Frances habite dans un quartier cossu. Ses enfants sont scolarisés dans des établissements huppés et elle dîne dans les meilleurs restaurants. C'est amusant. Son père a transformé 1 000 $ en une fortune, mais c'est ce que Frances peut dépenser en une soirée. Il voulait qu'elle rentre à la maison. New York, ça n'avait aucun sens pour quelqu'un comme Franklin Bradshaw. On lui disait combien coûtait un appartement là-bas, et ça lui semblait complètement absurde. Pour lui, la meilleure chose à faire, c'était qu'elle revienne dans l'Utah. Mais Frances refuse de retourner à Salt Lake City. Quand Franklin menace de ne plus payer les factures, elle s'adresse à sa mère. Bérénice a dit à son mari, « Je leur donnerai tout ce que je peux, et toi aussi. Cet argent à la banque, il m'appartient autant qu'à toi. » Bérénice Bradshaw persuade son mari de continuer à verser sa rente. Elle commence également à vendre des actions en cachette pour faire parvenir encore plus d'argent à Frances. Notre mère a veillé à ce que Frances vive confortablement. Elle lui donnait tout ce qu'elle pouvait, sans rien dire à notre père, évidemment. Frances vivait totalement au crochet de notre mère. En 1969, Frances épouse l'ancien diplomate néerlandais Frederik Schröder, qu'elle a rencontré quand il travaillait à New York. Selon toute vraisemblance, Franklin Bradshaw est tiré d'affaire. Le nouveau mari de Frances semble prêt à accepter ses 2 fils, mais aussi ses goûts de luxe. Les nouveaux mariés partent pour l'Europe et en 1973, ils ont une fille, Lavinia. Mais tout ne se passe pas comme prévu. La carrière de Schröder est sur le déclin et ses revenus ne sont pas réguliers. Frances a eu beaucoup de mal à l'accepter. Frances avait le sentiment que tout lui était dû. C'était comme si elle ressentait un vide à l'intérieur d'elle. Et que rien ne pouvait le remplir. Alors tout le monde allait finir par devoir payer, au sens propre comme au figuré. 1976, Frances divorce de Schröder et retourne à New York avec ses 3 enfants. Encore une fois, elle se tourne vers son père et sa mère. Frances avait besoin d'être entretenue. Elle refusait de travailler. Bérénice a joué un rôle moteur. C'est grâce à elle que Frances a obtenu ce soutien financier. Je ne dis pas que Franklin voulait qu'elle finisse à la rue, mais sans Bérénice, Franklin aurait pris davantage ses distances. Terrée dans son appartement à Manhattan et dépendante d'échecs venant de l'Utah, Frances devient obsédée par ses enfants. Elle était autoritaire. Ils n'avaient pas le droit de sortir, de se faire des amis, de faire leur vie. Il fallait qu'ils lui obéissent. Ils allaient à l'école en bus, puis le bus les ramenait et ils rentraient. C'était comme ça tous les jours. Elle les contrôlait complètement.
Frances estime qu'elle a donné à ses deux adolescents, Mark et Larry, tout ce dont ils pouvaient rêver. En échange, elle demande une obéissance et un dévouement sans limite. C'était comme s'ils avaient été hypnotisés. Ils avaient des rapports extrêmement malsains. Frances aurait pu voir les choses de cette manière. Je vous ai donné la vie et j'ai pour tâche de vous aider à grandir, à avoir votre propre vie. Mais c'était tout le contraire. Je vous ai donné la vie, donc vous avez une dette envers moi. Frances fait comprendre à ses deux fils que s'ils ne cèdent pas au moindre de ses caprices, ils ne seront plus les bienvenus dans l'appartement. La plus grosse punition, c'était la menace d'être mis à la porte. On va voir comment tu t'en sors dans les rues de New York. C'est arrivé plus d'une fois à Larry. La plupart du temps, Larry finissait par dormir dans des cages d'escalier. Mark vivait dans la peur que ça lui arrive. Il pensait qu'il n'aurait pas pu survivre dans la rue à New York. La peur de Mark le rend obéissant et il devient le préféré de Frances. Mais Larry fait tout de travers. À 16 ans, il est envoyé à l'école militaire avec interdiction de rentrer chez lui pendant les vacances. Il a passé un Noël avec nous. Il n'avait pas le droit de traverser la ville pour aller chez elle, à moins qu'elle le lui demande. Lui, il acceptait. Il ne disait pas « j'en ai marre, elle ne veut pas que je vienne aujourd'hui ». Non, il acceptait la situation. En 1977, Franklin Bradshaw a financé par intermittence le train de vie de sa fille inactive depuis près de 15 ans. Il commence à perdre patience. Même Bérénice ne parvient pas à le persuader de continuer à envoyer des chèques. Elle a eu des moments difficiles. Je sais qu'une fois, elle a touché un chèque d'allocation. Mais Frances ne perd pas espoir. Elle compte bien récupérer l'argent de son père et elle y arrivera, coûte que coûte. Le train de vie somptueux de Frances Schroeder à New York devient de plus en plus dur à maintenir. Son père, millionnaire, a cessé de lui envoyer une rente régulière. Assoiffée d'argent, Frances élabore un plan. Pendant l'été 1977, elle envoie ses fils Larry et Mark vivre avec leurs grands-parents à Salt Lake City. Franklin leur donne du travail dans son entrepôt de pièces détachées et les deux garçons mettent en action le plan de leur mère. C'est Frances qui a tout manigancé. Les garçons étaient prêts à tout pour leur mère. Quand ils sont venus à Salt Lake City, ils n'avaient qu'une chose en tête, prendre le plus d'argent possible. Pendant les 2 semaines qui suivent, Mark et Larry dérobent à leur grand-père des espèces ainsi que des actions pour un montant de 200 000 $. Ils ont également fouillé dans les papiers personnels de notre père. C'est là qu'ils ont volé les certificats d'action. Elle leur avait donné pour instruction de prendre ce qui portait notre nom de famille ou ce qui pouvait être négocié. Alors ils l'appelaient, ils lui disaient ce qu'ils avaient trouvé et elle leur indiquait s'il fallait l'envoyer ou non. Frances a finalement trouvé un moyen pour prendre l'argent de son père. Et pour se récompenser, elle achète une paire de boucles d'oreilles en or d'une valeur de 50 000 $ et loue une immense maison d'été à Southampton. Elle a beau être diabolique, elle est toujours là où il faut être. Quand Franklin s'est rendu compte que des choses disparaissaient, même s'il était en colère contre les garçons, il savait qui était derrière tout ça, et ça l'a anéanti. Ses propres petits-fils lui volaient de l'argent pour le compte de leur mère. Franklin Bradshaw en a assez. Sa fille ne vivra plus à ses crochets. Il renvoie Larry et Mark à New York et fait comprendre à Frances qu'elle ne recevra plus un sou de sa poche. Mais il ne s'arrête pas là. Il menace également de la déshériter. Bradshaw envoie une note de service à tous ses employés dans laquelle il déclare rédiger un Nouveau Testament. Frances ne touchera rien.
Il savait que Bérénice verrait cette note et qu'elle la transmettrait à Frances. Il voulait lui faire peur. Évidemment, Frances a appris la nouvelle. Elle est devenue furieuse, folle de rage, parce qu'elle vivait dans cette peur, la peur d'être déshéritée. L'année qui suit, Frances ne touche pratiquement plus rien. Bérénice lui fait parvenir quelques dollars de temps en temps, mais ils ne lui suffisent pas pour régler ses dettes. Elle en est réduite à emprunter de l'argent à ses amis. Frustrée, Frances se venge sur ses enfants, et particulièrement Larry. En 1978, une fois l'année scolaire terminée, Frances refuse qu'il retourne chez elle. Larry était tout simplement banni. Il se sentait totalement exclu, mais il recherchait quand même l'amour de sa mère. Vraiment. Cet été-là, pendant que Mark et Lavanya habitent avec Frances dans son appartement à Manhattan, Larry n'a nulle part où aller. Sa grand-mère Bérénice a pitié de lui et malgré les problèmes qu'il a causés l'été précédent, elle lui propose de revenir à Salt Lake City. Mais Bérénice est la seule à accueillir Larry à bras ouverts. Pour le reste de la famille, cela ne présage rien de bon. Et malheureusement, une semaine seulement après l'arrivée de Larry, le malheur frappe à leur porte. Le 23 juillet 1978, Franklin Bradshaw se lève à 6 h du matin, il fait ses pompes, mange un bol de porridge comme il l'a fait chaque jour depuis 30 ans. Puis il se rend dans son magasin de pièces détachées dans le quartier des entrepôts de Salt Lake City. Peu avant 7 h, Bradshaw se trouve dans l'arrière-boutique où il vérifie des tickets de caisse de la veille. 2 balles d'un 357 Magnum sont tirées. Bradshaw s'écroule. Le tireur vide les poches du millionnaire et il éparpille des billets et des cartes de crédit sur le sol. Il fouille dans la caisse et s'en va comme il est venu, sans faire de bruit. 30 minutes plus tard, un client entre dans le magasin et il fait la découverte macabre. Il était mort quand la police est arrivée. Certains objets se trouvaient au sol, la caisse avait été ouverte, et les premiers rapports ont conclu à un vol à main armée. Mais quand les filles aînées de Bradshaw apprennent la nouvelle, elles pensent à une histoire bien plus personnelle. Quand Hélène et moi nous nous sommes retrouvés, elle m'a dit « Je crois que c'est Larry le coupable ». Je me suis demandé s'il en était capable, mais j'y ai bien réfléchi et ça m'a semblé possible. Larry, qui a dérobé plus de 200 000 $ à son grand-père l'été précédent, semble être le suspect idéal. Ça se voyait qu'il n'était pas dans son assiette. Il était très nerveux. Il ne tenait pas en place. C'était un garçon un peu perdu, mais on n'arrivait pas à y croire. Les jours suivant le meurtre, il passe le plus clair de son temps dans la cave de ses grands-parents. Et quand les amis et la famille viennent présenter leurs condoléances, Larry les regarde à peine. Mais quand la police de Salt Lake City cherche à savoir où se trouvait Larry au moment du meurtre, Bérénice est formelle. Il était en train de dormir. Les policiers ne parviennent pas à retrouver le 357 Magnum ni aucune preuve matérielle sur les lieux du crime. Malgré leurs soupçons, les enquêteurs n'ont rien pour faire le lien entre lui et la mort de son grand-père. Sa grand-mère nous avait fourni un alibi en béton. On n'avait pas grand-chose de plus. Et il n'y avait pas vraiment de preuves matérielles sur les lieux du crime. Il a fallu mettre l'enquête en suspens. Ils avaient plusieurs pistes, mais ça ne donnait rien. L'enquête n'avançait pas, donc impossible d'engager des poursuites. Mais il y a un problème. Le testament du défunt est introuvable. Alors que fait Frances? Elle fait une demande de succession et obtient une rente mensuelle de 5 000 $. Il semble que Frances soit retombée sur ses pieds. Quelques mois seulement après le meurtre du millionnaire Franklin Bradshaw, sa fille Frances est à New York et touche 5 000 $ par mois grâce à la succession de son père. Elle vit dans un appartement à 500 000 $, payé par sa mère Bérénice.
Notre mère payait les factures. Frances n'avait aucun loyer à payer et elle touchait 5 000 $. Notre mère veillait à ce qu'elle ait une vie confortable. Tellement confortable que quand Frances veut intégrer la haute société new-yorkaise, elle parvient à faire un don de 350 000 $ au New York City Ballet. Peu après, sa fille Lavinia décroche un rôle dans Casse-Noisette. Et en plus de cela, Frances obtient un siège au conseil d'administration de la prestigieuse compagnie. À Salt Lake City, la police n'a toujours aucune preuve pour accuser Larry, le fils de Frances. L'enquête piétine. Mais 2 ans plus tard, au mois d'octobre 1980, Marilyn, une sœur de Frances, reçoit un appel surprenant d'un certain Richard Behrens. Il m'a dit « Vous vous trompez de personne. Ce n'est pas Larry, c'est Mark. » J'ai répondu « Mais Larry était là. » Et il a dit « Oui, mais Mark a pris le revolver. Il s'est rendu à Salt Lake City. Il a tué votre père et est rentré à New York. Je le sais, c'est moi qui ai le revolver. » Behrens connaît Frances depuis plus de 15 ans et il a gardé Mark et Larry lorsqu'ils étaient enfants. Depuis plus d'1 an, il essaie de récupérer 3 600 $ qu'il a prêtés à Frances. C'était autrefois un ami loyal que Mark et Larry appelaient Oncle Dickie, mais il en a assez. J'ai fixé un rendez-vous dans un fast-food, à 2 pâtés de maison de chez moi. Alors on s'est assis, il avait 3 ou 4 sacs à provisions, les uns dans les autres. Il me les a tendus et il a dit « Dedans, il y a le revolver. » Je n'ai même pas regardé à l'intérieur. Marilyn apporte le revolver au poste de police et raconte son étrange histoire au policier qui la reçoit. L'expertise balistique confirme qu'il s'agit de la même arme qui a servi à abattre Franklin Bradshaw. Cet homme détient l'arme du crime, un élément concret qui est lié directement au meurtre. Et il dit que le coupable est Mark Schroeder. Alors à ce moment-là, l'enquête va prendre un virage décisif, une toute nouvelle direction. En décembre 1980, Mark Schroeder est arrêté et soupçonné de meurtre. Mais une fois Mark en détention, Richard Behrens, la seule personne à accuser Mark, change sa version des faits. Frances approche Behrens et elle le persuade de se rétracter. Si tu confirmes ta version des faits, tu es complice. Rappelle-toi que tu as détenu ce revolver chez toi pendant plus de 2 ans. Comment vas-tu expliquer tout ça? Sans le témoignage de Behrens, les faits reprochés à Mark n'ont plus lieu d'être. Les poursuites sont abandonnées. Mais un procureur de Salt Lake City, Ernie Jones, et un enquêteur, Mike George, refusent d'en rester là. Chaque fois qu'il faut remonter le temps, les enquêtes deviennent très difficiles. Mais dans notre société, l'archivage est de plus en plus présent. Donc il faut revenir en arrière et commencer à rassembler des documents. Le numéro de série du revolver mène les enquêteurs jusqu'à un armurier de Midland, au Texas. Ils montrent une photo de Mark à l'armurier, qui leur confirme que c'est bien la personne qui a acheté le revolver en juillet 1978, moins d'1 semaine avant le meurtre. Au même moment, Mike George examine des milliers de billets d'avion, de contrats de location de voitures et de reçus de taxi. Nous devions trouver comment Mark aurait pu se rendre à Salt Lake City. Il fallait qu'il conduise une voiture ou qu'il prenne un avion. Après une recherche minutieuse, Mike George trouve enfin ce qu'il cherchait. Un billet d'avion de Midland au Texas jusqu'à Salt Lake City, daté du 22 juillet 1978, la veille du meurtre. Sur le billet, le nom est Gentile
le premier nom de famille de Mark. C'était formidable, parce qu'à ce moment-là, nous avions une nouvelle preuve concrète. Mark Schroeder est arrêté et soupçonné de meurtre pour la deuxième fois. Sa grand-mère Bérénice s'empresse de payer sa caution de $100 000. Et quand les autorités de Salt Lake City tentent d'extrader Mark vers l'Utah, il disparaît. Bérénice lui envoyait de l'argent. Mark vivait dans un hôtel. Il avait pris un faux nom. C'était quelqu'un d'autre. Frances lui disait de quitter le pays. Bérénice aussi voulait qu'il parte. Il fallait qu'il parte pour le bien de la famille. Mais il n'aurait pas supporté d'être séparé de sa mère. Pendant que la police new-yorkaise est à la recherche de Mark, Ernie Jones et Mike George commencent à reconstituer le puzzle d'un complot familial. Nous savions que Mark avait appuyé sur la gâchette. Mais il fallait trouver pourquoi. Tous les éléments ramenaient à Frances. Tout l'argent qui avait été volé pendant l'été 1979 repartait petit à petit vers New York. Et le compte en banque concerné appartenait à Frances Schroeder. Mark avait peut-être commis ce meurtre, mais la personne qui était derrière tout ça, celle qui avait tout orchestré, c'était Frances Schroeder. Condamner Mark pour le meurtre de son grand-père est une chose, mais arriver à inculper Frances, qui ne semble avoir aucun lien avec le revolver et se trouver à des milliers de kilomètres au moment du meurtre, cela risque d'être infaisable. En octobre 1981, la police de New York repère Mark Schroeder qui se rend à sa boîte postale. Il est arrêté pour le meurtre de son grand-père Franklin Bradshaw et il est envoyé dans l'Utah pour y être jugé. Mais le procureur sait que sans le témoignage de Richard Behrens, il sera difficile de le faire condamner. Mike George se rend à New York pour rencontrer Behrens. Nous lui avons promis de l'envoyer en prison et nous l'aurions fait. Nous savions que Richard Behrens avait eu l'arme et nous lui avons dit que s'il ne coopérait pas, nous porterions plainte contre lui pour entrave à la justice. L'idée que la police vienne frapper à sa porte l'angoissait. Alors, il a décidé de donner plus de détails. Behrens dit à Mike George ce que les enquêteurs soupçonnaient depuis longtemps. La personne qui voulait voir Franklin Bradshaw mort n'était autre que sa fille, Frances. À présent, Richard Behrens nous déclare que Frances voulait que son père soit tué. Richard Behrens ne s'arrête pas là. C'est une mine d'informations. Il raconte aux enquêteurs qu'un an avant le meurtre, Frances a payé à un homme $5 000 pour aller dans l'Utah et abattre son cher père. Il a pris l'argent, mais n'a jamais rien fait. Behrens est prêt à parler et le bureau du procureur peut inculper Frances Schroeder pour complot en vue de commettre un meurtre. Le 19 mars 1982, les autorités de New York se rendent au 10 Gracie Square à Manhattan, où se trouve l'appartement chic de Frances. Ils ont un mandat d'arrêt. Elle a dit à sa domestique de ne pas les laisser entrer, qu'ils n'ont pas le droit. Ils ont dû entrer de force. Elle ne s'est pas du tout rendue. Et quand ils étaient à l'intérieur, elle essayait de sortir par la fenêtre. Ils ont dû la saisir pour qu'elle ne saute pas et pour qu'elle ne se tue pas. L'arrestation fait la une des journaux. Mais Mark Schroeder sera le premier à voir un tribunal de près. Le 14 juin 1982, débute le procès de Mark.
On ne peut jamais savoir avec certitude comment va se dérouler un procès. Je n'étais sûr de rien parce que Richard Behrens avait fait 2 déclarations différentes. Mais nous avions de très bons éléments avec les billets d'avion et le revolver. Ce n'était pas gagné d'avance, mais il y avait une possibilité. Comme il pense qu'il aura plus de chance face à un juge, Mark choisit un procès sans jury. C'est le juge qui décidera de sa culpabilité ou de son innocence. Quand le procès commence, le procureur Ernie Jones présente les preuves de manière méthodique. Il raconte comment Mark Schroeder s'est procuré un 357 Magnum, a pris l'avion pour Salt Lake City et a abattu son grand-père. Ils avaient réussi à élucider le meurtre. J'étais convaincu qu'ils allaient l'inculper pour assassinat. Mais l'avocat de Mark a un plan. Lors de sa déclaration préliminaire, il se range aux côtés de l'accusation. Il s'est levé et il a dit « Oui, vous l'avez attrapé. C'était lui. Mais voici les raisons de son geste. » Selon Van Damme, Mark a tué son grand-père pour une raison toute simple. Sa mère l'a forcé. C'était des circonstances atténuantes. Je voulais montrer l'influence que sa mère avait sur lui. Il n'avait pas vraiment le choix, étant donné le contexte. La défense explique qu'après avoir vécu des années sous le contrôle de Frances, Mark a cru qu'il n'avait pas d'autre choix que de tuer son grand-père quand elle le lui a ordonné. Psychologiquement, c'est un poids extrêmement lourd à porter. Tirer sur son grand-père et le tuer, Mark a lutté contre cette idée. Il lui a demandé de ne pas le forcer à faire ça. Et soudain, on comprend que ce garçon très immature a refusé d'aller à Salt Lake City pour tuer son grand-père, mais que sa mère a insisté et insisté. On comprend que ce garçon a subi une forme de harcèlement moral de la part de sa mère. L'histoire de Mark a un impact énorme sur la cour. Après 10 heures de délibération, le juge James Sawaya déclare Mark coupable, mais de meurtre sans préméditation. Le procès de Mark a révélé l'étendue de l'autorité de sa mère et de son plan démoniaque. Le bureau du procureur de Salt Lake City a Frances dans le collimateur, mais les preuves manquent et en plus de cela, Frances a l'argent de son père pour assurer sa défense. Après la mort de Franklin Bradshaw, sa fille Frances est prête à toucher des millions de dollars provenant de la fortune familiale. Mais tout cet argent est maintenant en danger. Elle est jugée pour avoir planifié son meurtre et risque la peine de mort. Jusqu'en 2003, pour la peine capitale, certaines méthodes sont encore un peu archaïques dans l'Utah. Si Frances est condamnée à mort, elle pourrait être placée devant un peloton d'exécution composé de 5 tireurs d'élite, tous avec un fusil pointé sur son cœur. Le procès pourrait bien déchirer leur famille. Les sœurs de Frances se préparent à témoigner contre elle. Mais Bérénice se range toujours du côté de Frances. Notre mère n'acceptait pas que Frances soit coupable. Bérénice a veillé à ce que Frances ait tout ce qu'il fallait. La veuve payait les frais de justice de tout le monde. Elle voulait recoller les morceaux de ce qui lui restait comme famille. L'accusation sait qu'il ne sera pas facile de faire condamner Frances. Nous nous sommes rendus compte qu'un jury ne pouvait pas la condamner avec des preuves imparfaites. Nous avions une arme du crime qui ne lui appartenait pas, et un meurtre commis dans une ville où elle ne se trouvait pas. Tout ce que j'avais, c'était Richard Behrens qui était prêt à déclarer que Frances avait commandité ce meurtre. C'est grâce au témoignage de Mark Schroeder que l'accusation pourrait faire le lien entre Frances et le meurtre. Mais Mark n'est pas totalement fiable. Durant les 15 mois suivant sa condamnation, il a accepté de témoigner contre sa mère plus d'une douzaine de fois. Mais à chaque fois, il s'est rétracté. Mark ne voulait pas. Personne ne pensait qu'il trouverait le courage d'aller dans le tribunal, de s'asseoir et de témoigner contre sa mère qui ne le quitterait pas des yeux.
Quand le procès s'ouvre à Salt Lake City, il fait la une des journaux dans tout le pays. Dans le tribunal, Ernie Jones expose les faits reprochés devant le jury. Frances a commandité l'assassinat de son père pour une raison toute simple, la cupidité. Mais sans le témoignage de Mark, l'accusation n'est pas certaine que ce soit suffisant. Son témoignage était crucial. Sans Mark, je crois qu'il n'y aurait même pas eu de procès. Ernie Jones laisse une dernière chance à Mark. On l'a fait entrer dans la salle, en l'absence du jury, et il a accepté de témoigner. Après 7 jours de procès, Mark Schroeder se présente à la barre. Ernie Jones lui demande qui lui a ordonné de tuer son grand-père. Sa réponse est claire et simple. Il dit « C'est ma mère ». J'étais assis là, et on aurait pu entendre une mouche voler. C'était spectaculaire. Mais ce qu'il était encore plus, c'est la manière très neutre avec laquelle il a parlé. On ne refuse rien à maman. J'avais l'impression d'être témoin de la relation la plus triste et la plus destructrice qu'une mère et son fils puissent avoir. Pour Frances Schroeder, c'est un acte de haute trahison. Elle était anéantie. Elle n'arrivait pas à y croire. Est-ce que pour le jury, ce jeune homme pouvait être encore crédible alors qu'il avait appuyé sur la détente? Il faut seulement 4h30 au jury pour délibérer. Frances Schroeder est déclarée coupable d'assassinat. Elle est condamnée à la perpétuité et échappe à la peine de mort. Mark Schroeder passe 11 ans en prison avant d'être mis en liberté conditionnelle en 1994. Frances Schroeder passe 13 ans en prison. Elle est libérée en 1996. Mark a reconnu ce qu'il avait fait et ses raisons. Frances n'a pas l'air de se sentir responsable du meurtre de notre père. C'était une véritable tragédie familiale. Un petit-fils a tué son grand-père à la demande de sa mère. C'est un exemple de ce qu'il peut y avoir de pire chez l'être humain. Frances Schroeder est, à ma connaissance, la personne la plus malfaisante que les tribunaux américains aient pu connaître. Elle a passé 13 ans en prison. Elle aurait dû y rester jusqu'à la fin de ses jours. Maintenant que Frances est libre, elle n'aura plus jamais de souci d'argent. Avant sa mort, sa mère lui a assuré une rente qui veillera à ce que Frances profite pour le reste de sa vie de la fortune de son père assassiné. C'était Dominique Dunn. Merci de nous avoir suivis.